bonjour à tous. Donc Bernard m'a présenté, donc je ne vais pas m'attarder sur moi-même. Simplement vous dire que j'essaye de me spécialiser dans ma pratique professionnelle sur, entre guillemets, le bon usage des technologies, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque moi-même, j'en fais pas forcément un bon usage, et que même quand on comprend comment ça marche et les biais qui sont dedans, on se fait avoir. Donc j'ai presque envie de dire qu'on a affaire à plus fort que nous, mais je vais essayer quand même d'éclairer votre lanterne sur... alors, est-ce que c'est qu'une science? J'en sais rien. En tout cas, captologie, voilà. Un néologisme qui nous vient des États-Unis, de Stanford, avec un chercheur qui s'appelle Brian Fogg, voilà, de l'université de Stanford, qui a, dès 1996, donc quand même pas tout à fait nouveau, hein, c'est en gros le début de l'Internet, hein, grand public, qui écrit un article sur ce qu'il appelle les persuasive technologies, les technologies persuasives. Using computers to change what we think and do. Utiliser les ordinateurs pour voilà, changer ce que nous pensons et ce que nous faisons. Et donc il a monté un laboratoire, voilà, où en fait il a eu cette idée de croiser les sciences comportementales, hein, le behaviorisme, qui décrivent finalement les comportements humains, qui sont quand même assez connus, et les techniques naissantes algorithmiques. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que des algorithmes? C'est des petits programmes qui exploitent des données, et en gros, plus il y a de données, plus les algorithmes sont performants. Donc c'est un peu le croisement entre les sciences de l'ordinateur et les sciences de la persuasion. Et effectivement, en écrivant cet article, il lance un petit peu cette science de la captologie qui, aujourd'hui, régit finalement tout ce qu'on connaît à travers, par exemple, les GAFAM, hein, Instagram, Facebook. À un moment donné, vous avez des algorithmes. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail en prenant quelques exemples qui seront connus, puisque j'imagine que ça arrive à certains d'entre vous de les utiliser. Ça se trouve, il y en a même qui les utiliseront, parce qu'ils ne pourront pas s'en empêcher pendant la conférence, pour vous dire à quel point c'est addictif, entre guillemets. Alors, il y a un élève de Brian Fogg qui s'appelle Tristan Harris, qui, lui, a parlé de human downgrading, dégradation. Alors, c'était un de ses élèves et il s'est lui-même défini comme repenti. Alors, ouais, le mot est fort quand même, hein. Les repentis, c'était pendant la Prohibition ou les gangsters là, qui se rendaient à la police, qui disaient j'arrête. Bah, lui, c'est un peu pareil. Il a été un des élèves et surtout un des designers d'interface de Google. Puis un beau jour, il s'est dit c'est pas possible, c'est pas éthique ce qu'on fait, parce qu'on est en train de monter ce système qui décrit comme nocif, interconnecté, d'addiction. Donc il prononce ce mot-là pour avoir un débat sur les technologies, est-ce que vraiment c'est des addictions? Moi, j'en suis arrivé à la conclusion en vérifiant plusieurs fois les définitions des addictions, qui avaient quand même beaucoup de points communs, de distraction, d'isolement, de polarisation et de fake news qui se renforcent mutuellement, affaiblissent les capacités humaines pour capturer l'attention des gens. Parce que c'est bien l'objectif, et c'est pour ça qu'on parle de captologie. Et ça repose sur des technologies qui sont similaires aux machines à sous, avec des récompenses qu'on appelle des récompenses variables intermittentes qui accroissent la dépendance. Voilà. Donc, on a affaire, finalement, si on essaye de remonter un petit peu les choses, on part des sciences de l'ordinateur, des sciences comportementales, et puis quel est l'objet? Et l'objet, c'est effectivement de capter l'attention. Vous allez me dire pourquoi? Parce que si on comprend pas le but final, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et capter l'attention, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est quand même le business model des GAFAM, c'est-à-dire que c'est l'économie des données. Et pour avoir un maximum de données, il faut qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui laissent des données, donc il faut capter leur attention. Le modèle des big data, ça marche comment? Je vous disais tout à l'heure, je parlais de l'algorithme. Il vaut mieux un algorithme faible avec énormément de données qu'un algorithme puissant avec peu de données.
D'où ces GAFAM qui, aujourd'hui, captent des milliards de données, sans doute chaque jour, grâce à nous, gratuitement. Une donnée, c'est pas simplement un like. Hein, mais si vous passez 30 secondes sur une vidéo TikTok ou 90 secondes, c'est une donnée. Parce que si vous passez 90 secondes, c'est que ça a attiré plus votre attention que si vous passez 30 secondes ou si vous scrollez direct au contenu d'après. Et cette donnée-là est immédiatement exploitée pour vous pousser un contenu qui va vous attirer, etc. Donc quand vous ajoutez des grosses données à des algorithmes, puissants ou pas, vous obtenez de la valeur. Et donc, Big Data a besoin de l'économie de l'attention. Une fois que vous avez compris ça, parce qu'on va essayer de réfléchir à comment on peut faire. Parce que si je suis ici, c'est pour parler d'addiction, c'est qu'il y a des problèmes. Et à un moment donné, moi, je reste convaincu, et je l'ai dit d'ailleurs à Bernard Pellegrin, là, quand on s'est rencontrés, qu'à un moment donné, si on ne change pas de modèle, ça va être quand même difficile de changer les choses. Ça, c'est ma conviction profonde. Vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est que t'es le produit. Mais à un moment donné, si on ne change pas de modèle, on pourrait toujours à la marge essayer de mettre des pare-feux, d'éduquer les gens à changer les notifications. Si le modèle fondamentalement repose sur la collecte des données et donc la nécessité de capter l'attention, eh bien, les ingénieurs continueront à trouver des systèmes que je vais essayer de vous décrire. Donc on est dans cette économie de l'attention. Et donc, quelque part, on n'est pas loin de la neuropiraterie, c'est-à-dire qu'on va utiliser les failles qui ont été étudiées par notamment les comportementalistes, hein, les failles du cerveau. Alors c'est intéressant parce que ces failles, j'aime pas trop ce mot, mais finalement c'est des protections de l'être humain. Par exemple, la réciprocité sociale, le fait d'être en groupe, c'est sans doute que de façon archaïque, l'être humain se regroupe pour faire face au danger. Le besoin d'information, c'est le besoin de sens, de comprendre le monde, etc. Alors je prends quelques exemples. Peut-être le plus connu, parce que je parlais de scrolling là, en fait c'est engager la recherche constante. C'est connu avec ces fameux scrolling, et d'ailleurs Tristan Harris avait dit c'était le genre d'invention dont il regrettait la création, en disant que c'était vraiment un puissant fond qui reposait sur le fait que le besoin est beaucoup plus important. Là, il y a un niveau de batterie qui est faible, je ne sais pas où est le... Bref. Le besoin d'information est beaucoup plus important que le besoin de satisfaction. Autrement dit, vous aurez toujours envie d'aller chercher plus d'informations. Et les médias sociaux, ils vont capitaliser là-dessus pour donner des possibilités infinies, en fait, sous forme de balayage. Et du coup, on va plus avoir de hiérarchie. Ça va être très difficile de hiérarchiser l'information. Qu'est-ce qui est important ? Vous allez avoir des notifications, vous allez aller voir de l'information. Est-ce que c'est vraiment important dans votre vie ? Vous n'arrivez plus à hiérarchiser. Donc, ça repose sur ce besoin insatiable d'information. Et notamment, ça crée un syndrome qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, qui est finalement la peur de rater quelque chose. Alors évidemment, si je vous donne tellement d'informations, à un moment donné, oui, on ne pourra pas tout savoir, on ne pourra pas tout connaître, on ne pourra pas aller partout, on ne pourra pas tout comprendre du Covid ou de la crise ukrainienne, c'est impossible. Mais le fait de vous donner une surinformation va vous noyer et va finalement engager des recherches constantes. Il y a une deuxième faille, c'est l'urgence, ou en tout cas, imaginez que c'est urgent, parce que le réseau de science du cerveau, à un moment donné, va être un petit peu, mis dans la confusion, et on va avoir du mal, justement, avec toutes les vibrations, les notifications, à faire une hiérarchisation réelle, objective des urgences. Je sais pas... un enfant qui est blessé à l'école, un appel, oui, là, c'est très urgent. Par contre, un de vos amis qui a liké un contenu sur Facebook, c'est pas important. Pourtant, vous avez tous vérifié que vous allez voir ce petit bouton rouge qui s'allume et qu'il faut enlever. Il y en a même qui ont dit que ça ressemblait au bouton qu'on avait envie de gratter, qu'on avait envie d'enlever. Donc, ça, je sais pas du tout ce qu'il y a dans la tête des ingénieurs sociaux qui ont créé ces notifications. Mais en tout cas, ce besoin, cette urgence, et ce besoin
de consommer cette information. Alors bien sûr, il y a la comparaison sociale, hein, la réciprocité sociale, le besoin d'appartenance au groupe, de la comparaison, qui est très fort. Et notamment avec l'expérience de Salomon Asch sur la conformité sociale, qui montre qu'en fait, le cerveau est prêt à certains biais pour être comme les autres. Donc, c'est un petit peu sans fin, et ça a plein ça génère des comportements addictifs et des conséquences, notamment, par exemple, avec les filtres Instagram, où à un moment donné, des adolescents essayent de ressembler au filtre Insta en allant consulter de la chirurgie esthétique. Donc ça peut aller loin aussi, cette comparaison aux autres, au groupe, et ça peut créer beaucoup d'émotions négatives. Enfin, je prends un dernier exemple, celui des bulles de certitude, c'est-à-dire que les algorithmes vont nous enfermer dans des bulles de certitude avec ce biais, cette peur de l'exclusion sociale. Et l'algorithme va nous permettre de se reposer sur nos propres croyances, sur ceux qui pensent comme nous, et donc renforcer par ce biais de confirmation. Et donc derrière, ça crée des polarisations qui sont importantes. Et au final, on a ces quelques exemples de techniques qui reposent sur ces, entre guillemets, ces sciences comportementales qui vont renforcer la captation de l'attention, et l'usage un peu quand même immodéré de ces technologies, c'est-à-dire des temps d'écran qui sont hallucinants quand on fait des études régulièrement, chez les jeunes et chez les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on pourrait croire que c'est que chez les jeunes, et on voit que ça commence à toucher quand même toutes les couches de la population. Alors, dernier point, parce que je pense qu'il y a aussi un lien avec la consommation, et on est là aussi pour en parler, je pense qu'il y a un terreau fertile. C'est en sociologie John de Monk qui propose la définition suivante du consumérisme. C'est un mode de consommation individualiste, dépendant du marché, quantitativement insatiable, envahissant, hédoniste, axé sur la nouveauté et faisant usage des signes autant que des choses. Et donc, c'est vrai que ces technologies persuasives arrivent sur un terreau fertile, et on pourrait dire que finalement, ça va avec, c'est-à-dire que ces technologies vont avec un modèle économique, je parlais du modèle économique des données, un terreau fertile, celui du consommateur, et quelque part, cette machinerie est lancée, c'est un petit peu difficile d'y faire face, sans changer le modèle. Pour finir, mais ça reste un débat, c'est la première fois que je suis dans un monde où il y a plutôt des gens du monde de la psychanalyse, des médecins, etc. Je suis plutôt dans le monde technologique. Dans le monde technologique, il y a un peu une difficulté à se remettre en cause sur la nocivité de ces technologies, parce qu'en fait, les accuser, ça serait les remettre en cause et commencer à se poser des questions qui dérangent. Alors qu'ici, j'ai l'impression que ça ne pose pas de problème de qualifier ces technologies d'addictives. Dans les domaines techno, il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est pas pareil, on s'injecte pas un produit, il n'y a pas les mêmes effets, on peut s'en passer du jour au lendemain, etc. Je commence, quand j'ai regardé les différentes définitions des addictions, à penser sérieusement que c'est des addictions. Alors évidemment, on n'a pas un produit qui rentre dans notre sang, dans notre corps. En revanche, on a un cerveau qui peut évoluer, qui peut changer, qui peut prendre des habitudes. Rien n'est irréversible, mais on a sans doute un devoir de sensibilisation, d'information. La deuxième piste, c'est des interfaces éthiques, c'est-à-dire, par exemple, Tristan Harris, ce fameux repenti, a monté une fondation qui s'appelle... alors au début, ça s'appelait Time Well Spent, le temps bien dépensé. Maintenant, ça s'appelle Center for Human Technology. Il s'est dit qu'il allait dédier son temps à essayer de promouvoir des interfaces éthiques pour justement que quand on va sur une application, on n'ait pas par défaut le truc le plus pourri qui fait qu'on a envie de cliquer tout le temps, mais qu'on puisse apprendre à mieux régler les interfaces, que les algorithmes ne soient pas faits tout le temps pour pousser tout le temps les contenus qui nous conviennent, etc. Enfin, on pourrait réfléchir là-dessus. Donc c'est quand même... Il y a des solutions, mais on n'en est qu'au début. Et aujourd'hui, moi je vous parle de ces technologies persuasives, mon collègue parlera du métaverse. Je pense que ce qui va arriver demain va être encore plus puissant, et il est urgent de penser ces questions aussi en termes de médical, puisque j'imagine, moi je ne suis pas justement
médecin, mais que vous avez sans doute des patients qui arrivent dans vos cabinets avec alors soit des burn-out numériques, des dépendances et des dérives qui sont liées à ces temps d'écran. Voilà, je m'arrête là parce que je suis bavard. Je vous remercie de votre attention. Okay.